נתתי כל מעשר בישראל לנחלת חלף עבודתם, אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. Donc la Torah ici, elle nous parle des Bnei Lévi, comment quand Baruch Kaviachol demande à Am Israël de s'occuper des Bnei Lévi, de leur donner le maaser, de les entretenir, c'est-à-dire qu'ils sont occupés dans l'avodat du Beth Amikdash, et donc Am Israël, vous êtes tenu de les prendre en charge, et vous occupez d'eux. L'histoire des Bnei Lévi, c'est une histoire très spéciale. C'est la tribu de Lévi qui est arrivée en Égypte avec Yaakov Avinu. Ils sont arrivés tous en Égypte. Et là, à ce moment-là, ils sont arrivés, ils ont débarqué Eretz Goshen. Eretz Goshen, c'est le territoire que Paro, lorsqu'il avait capturé Sarah, parce qu'il croyait que c'était la sœur d'Abraham Avinu, donc il a cru qu'il pouvait la prendre comme femme, et qu'après, il s'est avéré que c'était la femme d'Abraham, donc il a compris qu'il faut la relâcher. Et à ce moment-là, il a donné, dans la Ketouva de Sarah, un cadeau, qui était Eretz Goshen. Il a donné le territoire de Goshen. Cette terre-là, il a fait acquérir à Sarah, c'est devenu la terre de Sarah. Quand les Bénis Israël sont arrivés en Égypte, Yosef Alamakom, il a dit, il faut débarquer, c'est comme ça Yaakov il a demandé, il faut débarquer sur la terre qui nous appartient, c'est-à-dire Be'eres Goshen. Et pourquoi Be'eres Goshen? Parce que Eres Misraïm et Eres Tmea, c'est une terre mamash Tmea impure. Eres Goshen, qui fait partie d'Égypte. Mais pourquoi elle n'a pas cette impureté? Parce qu'étant donné qu'elle est devenue la propriété de Sarah Imenu, donc maintenant elle a Bigdusha. Elle est montée Bigdusha, donc maintenant elle a une Gdusha. Et comme elle a une Gdusha, Kaviachol, ça nous permet d'être en vérité en Égypte, mais comme si on est en Israël. Parce que cette terre appartient à Sarah. Il a fait mort. Quand ils sont arrivés là-bas, à Eretz Goshen, tout allait bien. Ils étaient séparés des Égyptiens, ils ne vivaient pas selon leurs mœurs, ils n'étaient pas mouchpades, ils n'étaient pas influencés par eux, tout se passait bien. Il y avait la Torah et des Mizot, et même si Paro, il a toujours eu le plan de vouloir mettre en esclavage Am Israël, mais il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire, pourquoi? Parce que Am Israël était mamash à ce moment-là, Rabotai, Be'eres Goshen, Bigdusha ou Betahara. Et donc Paro ne voyait pas les moyens, comment rendre ce peuple esclave. C'est-à-dire qu'il n'était pas Bichlal, Raoul Yot Avadim. Non, Abayom. C'est-à-dire, il y a une mission comme ça qu'on ne peut pas imaginer de faire quelque chose à quelqu'un lorsque ce bonhomme-là, Bichlal, n'est pas matimasa. Donc là, on apprend à Moussa, à Tsoum, Rabotai. Que le Tzara ne te fera jamais faire une Avera si d'abord il n'a pas vérifié que tu es raoul de faire cette Avera. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il ne va pas, par exemple, se dire maintenant comme ça, tiens, je vais m'amuser à faire fauter un tel ou fauter un tel. Non, ça ne marche pas comme ça. S'il ne voit pas chez toi, Kaviachol, ouais, comment dire, une faiblesse ou quelque chose qui donne au Tzara la possibilité de croire qu'il peut te faire tomber là-bas, s'il ne voit pas chez toi cette faiblesse, il n'ira pas te faire ça. Parce que Paro représente le Tzara. Et Paro lui-même n'a jamais eu la vamina de rendre esclave à Israël tant qu'il n'a pas vu que ça commençait chez eux. Ça, c'est tant qu'ils étaient Be'eres Goshen. Jusqu'au jour où Paro, il a commencé à faire la journée de la brique, comme on avait raconté une fois. Il a mis une brique en or autour de son cou. Et il avait dit, voilà, maintenant nous allons faire, mamash, quelque chose de national. Une fête nationale, nous allons fabriquer des briques pour construire l'Égypte, pour faire avancer l'économie égyptienne. Et là, tous les ministres sont sortis, oui, mamash, dans l'idée de se dire, nous sommes patriotiques, nous voulons montrer à Paro combien on est avec lui, combien il est gentil, etc. Et donc ils ont commencé à faire du zèle. Maintenant, eux, ils sont sortis. Les Lévis ne sont pas sortis. Les Lévis sont restés au Beth Midrash, Yoshvim velomdim. Mamash, ils ont Ol Malchut Shamaim, Yoshvim velomdim. Eux, ils sont sortis. Maintenant, aussi, ils étudiaient avant. Mais, étant donné qu'il y a eu ce mouvement-là, donc ça les a entraînés à sortir. Les Lévis ne sont pas sortis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à cause de ça? Le fait que ça s'est passé, ça a entraîné que maintenant, à cause de ce qui s'est passé là, Paro a pu assujettir à Israël. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas pu assujettir les Lévim. Les Lévim, il n'a pas pu les mettre en esclavage. Tu vas me dire quel est le problème? À un moment donné, Paro cholet à l'Israël, ou cholet à l'Em. Ici, les domine. Mabaye de rentrer à gauche, les faire sortir, les amener. Il ne peut pas. Il ne peut pas les amener à ça si jamais ils ne voient pas chez eux qu'il ou Kaviachol une ouverture à ça. Et comme les Lévim étaient, mamash, complètement sous le rôle de la Torah, rien ne pouvait, Bechlal, donner à Paro la force ou la vamina de pouvoir assujettir les Lévim. Qu'est-ce qu'il a fait, Paro? Paro, il a pensé à un plan satanique. Un plan satanique qui va peut-être lui permettre d'entraîner ce que les Vi'im et Nachinami sortent de leur Beth Midrash et commencent, et Nachinami à prendre sur eux le rôle de la Torah. Entrer dans l'esclavage de l'Égypte. Comment il a fait? Il a dit, c'est simple.
C'est simple. Jusqu'à maintenant, l'Égypte fournissait les vivres à Goshen. C'est-à-dire tous les vivres qui arrivaient à Goshen, elles arrivaient de l'Égypte. C'est l'Égypte qui fournissait Kaviachol, toutes les alimentations, tous les besoins, tout ce qu'un pays a besoin. Donc il fournissait toutes les matières premières, tout, etc. Donc Goshen était Kaviachol entretenu par l'Égypte. Paro, il a décidé à ce moment-là, il a dit non, maintenant on fait une loi différente, c'est plus la même loi. Ouais. Celui qui est esclave et qui travaille, ouais, et qui prend sur lui le rôle de l'Égypte, alors celui-là, il sera aidé par l'Égypte. Celui qui ne prend pas le rôle de l'Égypte, vient pas être esclave, vient pas travailler, il n'y a plus rien. On lui coupe les vivres. Et comme ça s'est passé. Il n'y avait plus aucune aide de l'État concernant les Lévim. Les Lévim étaient minouta complètement rabotés de aucune aide de l'État, ils ne recevaient même pas un chèque. Maintenant, Paro, il s'est dit, maintenant c'est une question de temps. Compte à rebours. Ça va durer quoi? Une semaine, 2 semaines? Tu vas les voir sortir comme des rats. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus rien à manger, plus rien à boire, plus rien à manger. Et ils vont finir les provisions qu'ils avaient. Et on va les voir rentrer dans l'esclavage. Paro, il ne comprend pas. Il ne vient pas en esclavage. Il ne sort pas en esclavage. Pourquoi il ne sort pas en esclavage? Il fait une enquête. Il se rend compte que quoi? Que les bénis Israël prennent de leur part qu'ils ont, comme la Torah demande ici, ils leur donnent le maaser. C'est-à-dire qu'ils donnent aux Lévi'im un dixième de ce qu'ils ont, ils donnent aux Lévi'im pour pouvoir les entretenir. Et comme ça, les Lévi'im ont pu vivre pendant beaucoup de temps. Paro, il a vu ça, hein. Il a dit, bon, Shaolam, ils sont malades. Comment? C'est des esclaves, ils n'ont pas de quoi manger. Mais Koshi, ils ont de quoi tenir eux-mêmes. Ils prennent d'eux, ils leur donnent aux Lévi'im. Mais c'est incroyable, ce peuple-là. Qu'est-ce qu'il a fait, Paro? Il a commencé à serrer les vivres qu'il donnait aux bénis Israël. Et les bénis Israël, malgré tout, Rabotai, ils se privaient de nourriture alors que ça touchait déjà à leur ration. Parce qu'avant, bon, il y avait large, mais non, c'était serré. Ils se privaient de leur nourriture pour donner aux Lévim. Et comme ça, les Lévim, Rabotai, pendant tout le temps, Rabotai, de l'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, 210 ans, les Lévim ont été entretenus par les bénis Israël grâce au maaser qu'ils leur donnaient, grâce à la part qu'ils leur donnaient de leur nourriture. Il ramène Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Ze ma shezika otam lekabel ta Torah. C'est-à-dire, Besroutma kiblou ta Torah, parce que les Chaura, tu vas dire, Bishlama, que les Lévim ils reçoivent la Torah, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais lâché la Torah. Ils ont toujours été en train d'étudier la Torah qu'ils ont reçue de Yaakov Avinu, de Shem Ve'ever, et qu'ils ont transmis de leur père, ils ont cette transmission de leur père, donc ils transmettaient oralement la Torah qu'ils ont appris de leur père à la yeshiva de Shem Ve'ever. Donc c'est normal qu'ils reçoivent la Torah. Mais les autres, c'était des Rovda Vodazara, c'était des esclaves, ils sont assimilés à l'Égypte, etc. Qu'est-ce qui leur a venu le srout, Bichlal, de pouvoir être zochet, de sortir d'Égypte et d'avoir reçu la Torah? C'est le fait qu'ils ont entretenu les Lévi'im pendant 210 ans. 210 ans, mamash mashun natou. Il dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, ce misirut nefesh atzum dont on fait preuve, mamash, les esclaves ici en Égypte, Rabotai, zeh asrout shelahem lekabel ta Torah. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voit de là? Mamash, c'est extraordinaire, Rabotai, parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, en chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Rabotai. En chadash tachat hashemesh. Mashaya, c'est mashiyeh. Ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura. On est en train de vivre la même chose aujourd'hui. On vit le même problème. C'est quoi le même problème? Il faut que les Bachouré, Shivot, ils sortent des Shivot pour servir dans l'armée. Il faut qu'ils viennent servir à l'armée. Le peuple, le pays a besoin de soldats. Donc, comme on a un soldat, il faut sortir. Il faut faire l'armée. Il a fait. Maintenant, qu'est-ce que les Gdolim disent? Ils disent non, ça c'est Shevet HaLevi. Shevet HaLevi, on ne touche pas. Shevet HaLevi, Yoshvim Velomdim, c'est eux qui portent sur eux le rôle de la Torah. Le rôle de la Torah, il faut quelqu'un qui le porte. Si vous êtes prêt à le porter, Vakasha, nous on va à l'armée. Vous n'êtes pas prêt à le porter, sinon qu'on le porte. Donc, Vadaï, que ça commence même bas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font dans le pays Rabotai? Ils ferment les vivres. Ils commencent à fermer les robinets. On ferme les robinets, il n'y a plus rien. On vous aide plus. Les méonotes, les Talmud de Torah, les ganim, les écoles, ils sont en train de fermer Rabotai. Et vous ne savez pas, parce que vous êtes Bachou Alishiva, vous ne savez pas ce qui se passe à Rabotai. Un avraire au dehors, Rabotai, il ne gagne pas des millions. Déjà dans un collège, Bekoshi, il reçoit de quoi acheter le pain et le lait du matin, avec ce qu'il reçoit au collège Rabotai. Et bien là, qu'est-ce que tu fais? Non seulement ça, c'est insuffisant, mais en plus, on leur enlève toutes les aides qu'ils avaient pour les méonotes, pour les paototes, pour les ganim, c'est tout ce qui concerne les enfants à Rabotai. Ou les enfants, mais tu rigoles, quoi, les enfants, c'est le gros problème. Pourquoi? Parce que chez les Bnei Torah, qui c'est qui amène la parnassa? C'est la madame.
Ouais, la madame, elle va travailler. Et c'est elle qui va travailler, donc elle amène la parnassa à la maison. Ouais, ça diquette la femme que quoi, qu'elle a pris sur elle, oh, le parnassa, parce qu'avec son mari, tu étudies la Torah toute la journée. Et ce sont des filles qui ont étudié au séminaire, et c'est comme ça qu'elles ont appris. Elles ont appris que quoi, que si on veut un mari qui étudie toute la journée, il faut amener l'ordre de la parnassa. Maintenant, pour qu'elle amène l'ordre de la parnassa, ouais, eh ben, il faut que les enfants soient pris en charge, soient pris en main, dans des ganim, dans des maonot, dans des paotot, dans des mishparton, dans des endroits où on s'occupe d'eux. Si maintenant, ces endroits-là sont plus subventionnés par l'État, parce que c'est très cher à Botaï. Quand c'est subventionné, ça coûte quoi? On va dire, pour mettre un enfant, ça coûte peut-être 200 shekels, 300 shekels. C'est plus subventionné, ça coûte 2000 shekels pour mettre un enfant là-bas. Attends, comment il fait l'avoir? Comment il fait l'avoir à Botaï? Comment il fait l'avoir quand maintenant tu lui dis, tu veux mettre un enfant dans pas autant, non, pardon, rouler 2000 shekels? Mais pourquoi plein de tarifs? Parce que c'est pas subventionné, c'est comme ça. Et là maintenant, le bonhomme, il ne sait pas quoi faire. Ça, c'est ce qu'il a fait par en Égypte. C'est la même chose à Botaï, avec des personnages différents. Maintenant, c'est quoi la force de Am Israël, Rabotaï? La force de Am Israël, c'est une achinami qu'ils ont compris, Am Israël, Rabotaï, la grande masse, pas les dirigeants malheureusement, mais la grande masse. Que quoi? Que Shevet Alevi, c'est lui notre couronne. Si on n'a pas Shevet Alevi, Am Israël ne peut pas exister, Bichlal. Et ça, c'est l'erreur de Hashkafa dans laquelle il ne faut pas tomber aujourd'hui. Il ne faut pas tomber dans cette erreur de Hashkafa, Rabotaï. À Kol tout bien fait. On a des ennemis, on est un pays en guerre, on a besoin de sécurité, on a besoin de se défendre. C'est Emet. Celui qui dit le contraire de ça, c'est pas un Hamar, c'est un Mchouga, il faut l'enfermer avec Farshaoul. Il faut une armée, il faut des avions, il faut ça. Pas qu'il faut tout ça. Barou en bouteille. Pourquoi? Parce que c'est le Derech Haolam, le Derech Haolam, vu que ce soit comme ça. Maintenant, attention, fais pas l'erreur fatale qui pourrait te coûter, Habibi, mais tout ce que ce pays peut exister encore. L'erreur fatale de venir toucher à Shevet Alevi. Shevet Alevi, Bichlal, c'est intouchable, ça, tu ne touches pas à ça. Ça, c'est l'histoire de Am Israël, c'est le Kaviachol, c'est toute la condition avec laquelle, quand Hachim a créé le monde, qu'il a dit que le monde ne peut exister que si jamais Am Israël reçoit la Torah. Prends la Torah sur lui, Rabotai. Prends la Torah sur soi, Rabotai. C'est pas une Torah de tradition. Tradition comme tous ces traditionnels, Rabotai, ils respectent. Parce que Baruch Hashem dehors, beaucoup de gens respectent Shabbat, beaucoup de gens mangent kasher, beaucoup de gens respectent la pureté familiale. Mais c'est pas ça la condition. La condition, c'est de prendre sur soi le Ol Torah. C'est quoi le Ol Torah, Rabotai? Tolato manuto. Shasara shiyoshvim velomdim kolayom asara batlanim, Rabotai. C'est ça le din. Il faut qu'il y ait au moins dans chaque ville asara batlanim. C'est qu'il faut qu'il y ait un mamash en Ol Torah. Donc ce Ol Torah, Rabotai, est nécessaire. On peut pas le faire disparaître. Et soi-disant, parce qu'on a besoin de soldats, tu as autant besoin de soldats qu'autant tu as besoin de Bnei Torah qui situe la Torah. Et ça, Enachinami. Si jamais, aujourd'hui, l'épreuve va être, mais comment on va entretenir tout ça? Comment, si l'État il coupe les vies, comment on va faire à Botaï? Eh bien, Enachinami. Am Israël devra se mobiliser pour pouvoir, Enachinami, subvenir aux besoins des Bnei Torah. Des Bnei Torah pour pouvoir, mamash, les faire exister. Comme ça, c'était en Égypte, et comme ça sera un mamash qu'à la fin des temps. Et ça, Rabotai, c'est l'épreuve finale avant la venue du Mashiach. Avant la venue du Mashiach, Rabotai, l'épreuve finale va être justement de savoir maintenant combien on a compris, Rabotai, la hashivut et l'importance de la Torah. Combien on a compris l'importance que la Torah, la place importante que la Torah a dans notre vie. Qu'on soit un balabaït ou bien un ben Torah qui étudie toute la journée, l'homme chané, Rabotai, ce que tu vas choisir dans ta vie. Chacun, il choisit sa voie. Chacun, il prend la voie qui lui convient pour lui. Mais le point commun qui est entre tous, c'est quoi? Sha Torah za'ikar b'chaim. Le Torah, c'est le Icar de la vie, Rabotai. On ne peut pas jouer avec ça. Que tu sois un bonhomme qui est Kovéaïti ou un bonhomme qui tue toute la journée. C'est-à-dire que la Torah, c'est la place principale de la vie. Et ça, Rabotai, c'est une chose qu'il faut en aucun cas dire maintenant, mais non, on est dans un cas exceptionnel, c'est plus la même chose, on est en danger, le pays est en guerre, rouler. Mais Agouva. Plus tu es Nachinami, tu as de quoi penser, Nachinami, qu'on est en danger. Et plus il vient Nachinami, il faut comprendre que c'est la Torah qui vient nous sauver. C'est pas autre chose que la Torah, Rabotai. Ça, c'est David Améler. David Améler qui a été le roi, qui a fait les guerres en Israël. C'est pas Shlomo Améler qui était dans le Beth Amikdash et que tout allait bien. Il a fait les guerres en Israël, Rabotai. Et David Améler disait très bien que quoi? Que malgré qu'effectivement, il y a les guerres, il faut des armées, il faut des soldats, il faut des armes, il faut tout ça. Mais ce qui donne en vérité la protection de l'âme Israël, c'est ces kolélim et ces yeshivot qui sont là avec ces bahurim en train d'étudier. C'est ça la protection de l'âme Israël. Et ça, c'est une chose très, très importante aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, que vous voulez pas, vous êtes confronté à ça. Vous êtes confronté à être interpellé.
interpellé par les familles, quand vous avez passé Shabbat chez les familles, les cousins, les cousines, les trucs ça, on est interpellé, vous êtes interpellé par tout ça. Et on vient vous poser la question tout de suite, mais comment, je comprends pas, mais c'est quoi la shkafa de la Torah? Comment vous pouvez faire une chose pareille, comme ça, qu'on sait qu'on est en guerre, on a besoin de soldats, on a besoin d'hommes, comment vous restez comme ça, assis dans les chibotes, en train d'étudier, rouler? Si jamais tu fais l'erreur, de penser une seconde qu'il s'agit de quelque chose qui est facultatif, qui n'est pas obligatoire, que c'est juste un plus de s'asseoir étudier, mais qu'en vérité, à un moment donné, ça y est, il faut se lever. Si jamais tu fais cette erreur, alors à ce moment-là, tu mets en danger à Israël. C'est là que tu mets en danger à Israël. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui relèvent de la shkafa de la Torah. Et la shkafa de la Torah, doit être préservée et consolidée comme il faut. Et ça, c'est le discours qu'on doit tenir dehors. C'est pour ça qu'on te dit, Dam à la chiv la picoros. Sache quoi répondre à la picoros. Ma kavala, sache quoi répondre. C'est-à-dire, je ne dois pas être, déséquilibré ou bien impressionné par les questions qu'on me pose dehors. Dehors, on pose plein de questions dehors. Dehors, on nous bombarde de questions. Mais on doit savoir répondre. On doit savoir répondre aux questions qu'on nous pose dehors. Qu'est-ce que tu réponds dehors quand on te dit, mais comment? C'est normal ça? C'est normal que tu es assis à l'Yeshiva, tu es assis au Kollel, alors qu'il y a des soldats qui sont en train de se faire tuer là-bas à Gaza? C'est normal une chose pareille? Comment tu peux faire une chose pareille? Alors là, à ce moment-là, il faut savoir répondre à Boutaï. C'est l'histoire de l'âme Israël. Nous ne sommes pas un peuple comme les autres. On n'est pas un peuple comme les autres, Rabotai. On n'est pas comme l'Angleterre ou l'Amérique, etc., où là-bas, effectivement, ce genre de fonctionnement ne commence même pas avec là. Nous, ça a toujours été comme ça, depuis la naissance de l'âme Israël. Comme on voit ici, en Égypte, c'était comme ça. Il y avait le Shevet Alevi qui était entretenu et nourri par l'âme Israël, qui était en esclavage, Rabotai. Tu peux plus que ça? Tu peux imaginer une situation plus catastrophique, plus dramatique que celle-là? On ne parle pas d'un peuple qui sont installés, aisés, posés, avec toutes les facilités. Et ils donnent pour aider les Shevet Alevi qui veulent étudier la Torah. Ou là-bas, tu vas dire, c'est normal, on est content de voir nos frères étudier la Torah, donc on les aide. On parle à Botaï d'un peuple en esclavage. Ce que ça veut dire un peuple en esclavage? Un peuple à Botaï où le papa il rentre le soir à la maison, et les rations de nourriture sont calculées au milligramme, à Botaï. Et quand le bonhomme, maintenant, l'enfant, il dit à son papa, papa, j'ai faim, donne-moi un peu plus de pain. Et le papa lui répond, non, je ne peux pas te donner plus de pain. Pourquoi? Parce que le Shevet Alevi a besoin de se nourrir. Et le Shevet Alevi, c'est notre vie, c'est la vie de l'âme Israël. Quelle force il a le papa de répondre une chose pareille, quelle force il a le papa de répondre une chose pareille quand il voit son fils devant lui en train de pleurer parce qu'il a faim. Maintenant, lui, il pleure parce qu'il a faim. Ouais, parce qu'il travaille. Il est esclave. Demain matin, il va se lever, il va lever des briques, il va lever des rochers. L'esclavage en Égypte, Habibi, c'était pas du fonctionnaire, c'était pas les courlino, le chauffeur de métro. C'est pas ça, Raboudaï. C'était du travail d'esclavage, mais l'esclavage de l'époque. Où là-bas, Habibi, c'est à coup de fouet. À coup de fouet, tu travaillais. Où les bonhommes étaient épuisés. La seule énergie qu'ils pouvaient trouver pour avoir encore la force de travailler, c'est le pain qu'ils mangeaient. Qu'est-ce que je crois qu'on leur servait des entrecôtes, on leur servait des chips, on leur servait du melon et de la pastèque, comme ils disent là-bas. On leur servait du pain sec avec de la sciure de bois. Des trucs Hachem Elachem en Botaï. Et de la matzah pour qu'ils puissent rester avec ça dans le ventre. Vous n'avez pas la matzah que vous mangez aujourd'hui, qui est croustillante, qui est bonne. C'est fait le Habébé, c'est un morceau de plâtre. Tu mets ça dans le ventre, tu as tellement mal au ventre pendant une semaine, que pendant une semaine, tu ne vas rien manger, rien qu'avec ça. Et le bonhomme, Rabotai, il devait travailler toute la journée. Et quand maintenant, l'enfant, Rabotai, pour l'éduquer, le papa, il l'envoyait avec la chavila de nourriture. Il dit, va amener ça à la famille Lévi qui se trouve dans telle rue, là-bas, à Eretz Goshen. Et l'enfant, il arrive là-bas, tout maigrichon. Parce qu'il est squelettique, l'enfant. Il travaille toute la journée. C'est un squelette, oui. Il arrive là-bas, qui ouvre la porte? Ouais, il ouvre la porte, un garçon comme lui, mais tout rose, ouais, tout en chair, bien grassouillé. Et bien, tisquel et misvot, tout là-bas. Et lui, le regarde avec des yeux comme ça, il se demande, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi lui, il doit manger alors qu'il fait un halouf comme ça, il est plein de soupe, un gros plein de soupe comme ça? Ouais. Moi, je viens faire un squelettique. J'ai travaillé toute la journée comme un nègre. Et le petit pain que j'ai ici, comment je dois lui donner? Mais moi, ce pain, j'en ai besoin. C'est pas que je lui donne un plus. C'est pas que je suis assis comme ça à Tour Montparnasse, comme ça, assis dans mon bureau, et je donne de l'argent parce que j'en ai plein. En veux-tu, en voilà. Je peux en donner parce que Rabbi, ça déborde. On ne parle pas de ça. On parle ici, Rabbi, dit que chaque gramme de pain, il est vital pour moi. C'est pico en évêche.
et tu prends, tu le donnes aux Lévis. Regardez où on est, de quoi on parle à Rabotai. C'est pas moins que le matzav de guerre avec des soldats qui sont en train de se faire tuer. C'est pas moins que ça, Rabotai. Maintenant, vous croyez que quelqu'un est venu les taxer, ou les a obligés, ou leur a dit si vous ne faites pas ça, même pas plutôt, au contraire, au contraire. S'il faisait ça de plus donner aux Lévim, Paro, il les félicite. C'est ce qu'il voulait, Paro. Paro, il voulait ça, il voulait les épuiser, il voulait les obliger à venir travailler. Donc au contraire, il n'y a rien qui les obligeait à faire ça à Rabotai. Et malgré tout, ils ont fait ça. Ça prouve quoi? Ça montre quoi, Rabotai? Que l'histoire d'Am Israël a toujours été, Rabotai, d'avoir compris l'importance qu'a le Olam HaTorah. Toujours on a compris ça. Dans les situations les plus catastrophiques, où là-bas, Habibi, tu ne vas pas dire que c'est un dor de bonhomme qui ont été éduqués dans l'Olam HaTorah, qui sont sortis des Yeshivot. On n'est plus dans le dor de Yaakov. Le dor de Yaakov, il n'existe plus. Tout ce dor, il s'est éteint, Rabotai. On est déjà plusieurs générations après, ou même Paro lui-même, il a dit cela va qu'on peut les rendre des esclaves. Ça, ils n'ont plus de Hatsilut, ils n'ont plus la Hashibut des enfants de Yaakov. Et qu'est-ce que tu vois? Que ceux-là, Rabotai, sans comprendre comment, quel ashkafa, où ils ont appris cet ashkafa, dans quel yeshiva, où ils ont été écoutés ces shiurim de ashkafa, qui va les pousser, Rabotai, à se sacrifier autant pour le Olam HaTorah. Qu'est-ce que tu vois de là, Rabotai? Que c'est inné dans les gènes de Am Israël. C'est inné dans les gènes de Am Israël. Il n'y a même pas besoin de shiurim pour ça. Il n'y a pas besoin d'apprendre pour ça, Rabotai. C'est inné dans les gènes de Am Israël, dans une émouna qui est un héritage d'Abraham, Israël et Yaakov, que quoi? Que la Torah, Rabotai, fait partie de ce qui est vital dans Israël avant tout. Vital avant tout. Si tu touches à ça, Barmenan, tu es en train de toucher, c'est-à-dire les Shitatras, tu es en train de faire sauter Tzva Hagana d'Israël, tu es en train de faire sauter. Les Shitatras, que Tzva Hagana d'Israël, c'est ça la protection de Israël. C'est ça que tu es en train de faire sauter si tu fais ça. Donc c'est pas une erreur à faire, Rabotai. Et c'est pour ça que je vous explique tout ça, Rabotai, pour que vous ayez la Shkafa Nechona. La Shkafa Nechona de savoir que c'est pas Kaviachol une situation scandaleuse, on ne comprend pas, mais attends, ça va, il y a des limites, à un moment donné, ça y est, il faut se calmer, ça y est, on a besoin, il faut sortir, tout allait bien tant que tout va bien, mais dès que ça va plus, eh ben ça va plus. Voilà, je t'amène ici, l'histoire d'Am Israël, Rabotai, où tout allait mal, tout était dramatique, tout était au plus bas de ce qu'on peut imaginer, et ça a toujours été comme ça, Rabotai, toujours été comme ça, avec un ami on a eu le souci, et après ça a été comme ça dans toutes les générations, Rabotai, toutes les générations, il y a plein de sibourim sur ça, sur des générations où dans les ghettos, ils vivaient dans la pauvreté, Rabotai. Mais d'abord, avant tout, on aide d'abord ceux qui sont au Beth Midrash, et qui s'assoient et étudient la Torah. Parce que eux, si jamais eux, ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas bien nourris, Shalom, ça, c'est ça le danger de Am Israël. Donc ça, c'est l'histoire d'Am Israël, Rabotai. C'est une histoire qu'on ne peut pas mettre en question, qu'on ne peut pas discuter sur ça. Si tu es prêt à discuter là-dessus, ou bien tu sens que tu as été attrapé par ce virus, qui te met des sphécotes, et qui commence à t'interpeller dans la vie, où tu commences à dire, quand même, c'est pas normal. Je comprends pas, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on voit comme ça des gens qui sont assis comme ça toute la journée, et alors qu'on est en guerre. C'est pas... Chez Mishmor, tu t'es fait attraper par le microbe, là. Le microbe t'a atteint. Le microbe de la picorsoute, la kfiout. C'est un microbe très dangereux. Il est mortel, ce microbe. Parce que le microbe, à haute taille, va t'enlever complètement les valeurs qui sont les bases essentielles de toute la Torah. Comment demain tu veux être un papa qui va éduquer ses enfants à Rabotai l'étude de la Torah, si tu n'as pas ces valeurs? Si déjà chez toi peut trotter le savek de croire qu'on peut demander à Olam HaTorah de ne plus être assis au Beth Midrash. Comment tu vas éduquer tes enfants? Mais ton enfant, c'est la première chose qu'il va percevoir chez toi. La première chose qu'il va capter chez toi. Que quoi? Que papa lui-même, il est d'accord avec ça. Papa lui-même, il ne comprend pas. Il ne comprend pas une chinami pour qu'on s'assoie, alors qu'on a... Mais il suffit que tu aies une idée comme ça dans ta tête, qui paraît logique, normale. Mais il n'y a pas besoin de plus que ça pour éjecter ton fils. Il n'y a pas besoin de plus que ça, Rabotai. Pourquoi? Mais tu vas dire, ouais, mais bon, d'accord, mais c'est quand même légitime de penser comme ça. C'est pas que c'est légitime, c'est misoukan de penser comme ça. Parce que si tu penses comme ça, c'est que tu n'as rien compris à la structure d'Am Israël. Tu n'as rien compris à l'histoire d'Am Israël. C'est pas un yann maintenant, aujourd'hui, un problème qu'on a devant nous aujourd'hui, dans la Médina d'Israël, comme l'histoire elle commence à partir de la Médina d'Israël. Médina d'Israël, voilà, l'histoire elle commence là, et maintenant on a un problème. On a un problème avec la structure du Olam HaTorah qui n'est pas matim avec la structure de la Médina de Am Israël. Mais c'est faux, c'est faux. Israël ne commence pas à partir de la Médina. Israël, elle commence à partir de l'Égypte. C'est là-bas l'histoire. C'est là qu'Am Israël commence. Donc on n'a pas le droit, Bichlal, d'analyser ou de parler ou de juger selon les éléments qui sont la Médina.
Il faut juger selon l'histoire d'Am Israël.